Aujourd'hui, nous partons en voyage dans l'histoire de l'art. Notre objectif principal est de percer le mystère de savoir si toutes les statues anciennes ont toujours été blanches. Nous allons visiter des musées et même voyager dans le temps pour essayer d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblaient vraiment ces statues à l'époque. Pour commencer, nous atterrissons à New York. Nous montons les célèbres marches du Met, le Metropolitan Museum of Art, et nous entrons dans cet énorme musée. Nous empruntons un couloir et arrivons dans la salle où se trouve l'une des plus grandes collections au monde de statues grecques et romaines antiques. En admirant le large éventail de statues, une chose saute aux yeux. Elles sont principalement blanches. C'est logique puisque leur matériau principal est le marbre blanc. Pendant des siècles, les historiens, les archéologues et les chercheurs ont toujours considéré ce fait comme acquis. Ces statues n'ont-elles pas toujours été blanches ? Jusqu'à ces dernières décennies, ce n'était pas une question dont on discutait. Mais dans les années 1980, des chercheurs ont déterré une ancienne statue grecque qui était clairement pigmentée. Cette nouvelle découverte les a poussés à se demander si toutes les statues antiques étaient peintes. Jetons un coup d'œil attentif à cette œuvre d'art. On a découvert que cette statue grecque du IIIe siècle avant notre ère était presque entièrement peinte. Toujours dans sa forme originale. Nul besoin d'être un expert pour remarquer que la statue porte encore certaines de ses couleurs d'origine, avec quelques nuances de bleu et de rouge. En réalité, cette statue n'est pas une exception. C'est la norme. Il s'avère que les civilisations anciennes peignaient effectivement leurs sculptures avec des couleurs vives et lumineuses, mais quelque part le long de notre ligne de temps historique, cette information s'est perdue. Selon les chercheurs, pigmenter les sculptures était un moyen de rapprocher leur représentation de la vie réelle. Nous vivons bien dans des couleurs vives. Alors pourquoi l'art ne le reflèterait pas ? Prenons un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les galeries de nos musées sont-elles remplies de statues désespérément blanches ? Tu as sans doute entendu parler de Michel-Ange. C'est un célèbre sculpteur italien à qui l'on doit notamment l'iconique David et le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange était l'un des peintres les plus emblématiques de la Renaissance. La Renaissance est une période historique au cours de laquelle les artistes, philosophes et scientifiques européens ont développé un intérêt renouvelé pour les créations de la Grèce et de la Rome antique. Des artistes comme Michel-Ange ont étudié une série de sculptures romaines, comme par exemple le groupe de Laocoon. Ils sont tombés amoureux de leurs figures réalistes et de leur marbre blanc immaculé. La seule chose qu'ils ne savaient pas, et ils n'avaient pas la technologie pour le savoir, c'est si les pigments colorés de ces sculptures avaient déteint. Après tout, elles ont été trouvées après avoir été enterrées ou laissées à l'air libre pendant des années. On pense que cette statue en particulier, le Laocoon, avait des serpents et des manteaux colorés, par exemple. Lorsque les artistes de la Renaissance ont entrepris de rendre hommage aux artistes antiques, ils ont également laissé leurs chefs-d'œuvre à nu. Ils ont sculpté directement sur le marbre et les ont laissés blancs, sans pigmentation, probablement parce qu'ils pensaient que c'était ainsi que les choses se faisaient autrefois. Les œuvres de Michel-Ange et de ses pairs ont influencé toute une génération de sculpteurs par la suite. Cette façon de faire de l'art a donc voyagé jusqu'au temps moderne, sans qu'on se pose trop de questions. Pourtant, les preuves de la présence de pigments de couleur dans les statues anciennes sont nombreuses. Certaines recherches révèlent que les érudits savent depuis au moins un siècle que les sculptures antiques n'étaient pas toutes blanches à l'origine. D'autres études suggèrent que cette découverte pourrait avoir eu lieu encore plus tôt. Au début des années 1980, l'archéologue Vinzenz Brinkmann a fait une énorme découverte. Alors qu'il était étudiant à l'université Ludwig Maximilian à Munich, il a développé une technologie capable de détecter la polychromie dans d'anciens échantillons de statues grecques. La polychromie est l'art de peindre en plusieurs couleurs. Quoi qu'il en soit, il a été surpris par sa découverte et s'est demandé pourquoi les autres chercheurs et archéologues n'en parlaient pas. Il se trouve que la première découverte que les statues anciennes n'étaient pas si blanches a eu lieu il y a longtemps, bien avant la naissance de Brinkmann. Elle a eu lieu pendant l'exhumation de Pompéi, dans les années 1700. Comme tu le savais peut-être,
la ville de Pompéi dans le sud de l'Italie a été entièrement recouverte de lave après l'éruption soudaine du mont Vésuve. La ville a été détruite, mais les nuages de cendres qui ont surgi de la lave ont permis de préserver une grande partie de la structure de la ville à travers le temps. Pour le plus grand bonheur des historiens de l'art et des archéologues, Pompéi est devenu un terrain de fouilles privilégié pour comprendre la Rome antique. Les chercheurs y ont trouvé plusieurs fresques conservées qui représentaient des scènes de la vie quotidienne romaine. Dans l'une d'elles, on voit un artiste peindre une sculpture. Ce fait a été documenté par un historien de l'art très célèbre, connu sous le nom de Johann Joachim Winckelmann. Il est aussi considéré comme le père de l'histoire de l'art. Maintenant, regardons de plus près une autre statue célèbre. Pour l'admirer, il faut aller à Rome et visiter les musées du Vatican. La statue est une représentation classique de César Auguste. Au cas où tu ne le saurais pas, il est le fondateur de l'Empire romain et le premier empereur de Rome. C'est un personnage important. La sculpture s'appelle l'Auguste de Prima Porta. Tu l'as peut-être déjà vue dans un manuel d'histoire. Il se trouve qu'elle est toujours représentée sous sa forme de marbre blanc. Mais selon une découverte archéologique des années 1860, la statue originale était bien plus colorée. Selon les archéologues, la statue d'Auguste de Prima Porta avait une tunique rouge, une armure jaune et un manteau violet. Il est important de garder à l'esprit que les couleurs n'étaient pas fabriquées artificiellement comme aujourd'hui. Les artistes ne pouvaient produire des couleurs qu'à partir de ressources naturelles. Ainsi, le violet, par exemple, était une couleur extrêmement difficile à fabriquer. À l'époque, on tirait le violet du mucus d'une espèce rare d'escargot. Cela signifie que toute personne qui utilisait la couleur violette pour pigmenter son art et ses vêtements était puissante et riche. Cela semble être une preuve suffisante que les statues anciennes n'étaient pas toujours blanches. Mais comme on peut en juger par l'aspect de nos musées modernes, il ne semble pas y avoir eu assez d'intérêt dans la communauté artistique pour explorer davantage la polychromie sur les statues anciennes. Mais te souviens-tu de l'archéologue dont nous avons parlé, Brinkmann? Eh bien, il collecte des données sur la polychromie depuis les années 1980. À un moment donné, il a même commencé à fabriquer des répliques colorées de ces statues. La technologie utilisée est loin d'être simple. Pour reconstituer ces œuvres d'art anciennes, Brinkmann en fait une copie en plâtre en 3D. Ensuite, il les peint à la main avec l'aide de sa femme. Pour découvrir quelles couleurs étaient utilisées dans les sculptures originales, Brinkmann utilise la lumière UV. Certains pigments brillent sous la lumière UV, exposant des traces qui seraient autrement invisibles. Prenons l'exemple de cet archer coloré. Regarde ces couleurs. Cette pièce est la reconstitution d'un archer en marbre dans le costume d'un cavalier. Pour représenter fidèlement l'archer, les restaurateurs ont dû faire de nombreuses recherches sur l'histoire de la région où la pièce a été trouvée à l'origine. Car les couleurs ont une signification culturelle. Associée à la technologie UV, cela a permis la reconstruction que l'on peut admirer maintenant. Cela semble très éloigné de l'idée que l'on se fait de ce que les Grecs auraient fait. Mais c'est censé ressembler exactement à l'original. Selon Brinkmann, on ne devrait pas être si surpris que les anciennes civilisations occidentales aient utilisé des couleurs vives pour dépeindre la réalité. Après tout, les Romains et les Grecs ont été fortement inspirés par les œuvres d'art de la civilisation égyptienne, de l'ancienne Mésopotamie et de l'Asie. Par exemple, si l'on regarde le célèbre sphinx égyptien, on peut être amené à croire qu'il a toujours eu cette apparence. Mais ce n'est pas du tout le cas. Des études modernes et des reconstructions virtuelles du monument nous montrent qu'il était très coloré. Le corps de la statue aurait été peint en couleur terre cuite, tandis que la coiffe royale qui entoure la tête aurait été dorée et bleue. Toutes ces couleurs étaient considérées comme importantes à l'époque égyptienne, et il était tout à fait approprié de les utiliser pour représenter un pharaon. Comment se fait-il que le monde parle encore d'une statue qui n'a existé que pendant 54 ans, il y a plus de 2000 ans? En quoi cette impressionnante construction antique était-elle si unique pour que nous en discutions encore aujourd'hui? Je vais bien sûr parler du colosse de Rhodes. On le considère comme l'une des 7 merveilles du monde antique.
avec la grande pyramide de Gizeh et les jardins de Babylone. Cette statue millénaire est enveloppée de nombreux mystères. Mais examinons d'abord certains faits, d'accord? Ce que nous savons, c'est que les habitants de Rhodes ont entrepris cet immense projet après la fin du siège macédonien de leur île. En d'autres termes, c'était une façon pour eux d'honorer les puissances divines et de célébrer leur victoire. Utilisant en grande partie des matériaux abandonnés par les Macédoniens, ils ont commencé la construction du colosse, qui aurait duré environ 12 ans. Selon la plupart des descriptions contemporaines de la statue, elle mesurait à peu près 32 mètres de haut. À titre de comparaison, c'est à peu près la taille de la Statue de la Liberté qui mesure 46 mètres. Cela pourra te sembler peu. La Statue de la Liberté est actuellement classée 52e statue la plus haute du monde. La championne demeure la Statue de l'Unité en Inde, qui se dresse fièrement à une hauteur stupéfiante de 182 mètres. Mais dans l'Antiquité, c'était un véritable exploit. Mais la hauteur est-elle la seule similitude entre le colosse de Rhodes et la Statue de la Liberté? Eh non. Les Américains surnomment leur statue le colosse moderne. Car les deux monuments ont été pensés comme des symboles de libération. Il y a même une plaque à l'intérieur du piédestal de la statue new-yorkaise où l'on peut lire le premier vers de ce sonnet. Le nouveau colosse, non pas comme le géant d'airain de la renommée grecque. La construction de cette colossale statue antique a nécessité énormément de bronze. Certains documents anciens indiquent même qu'il a fallu en utiliser entre 12 et 13 tonnes. Même pour les temps modernes, c'est beaucoup. Et à l'époque, on parlait d'une opération impliquant toute l'industrie mondiale du bronze. L'homme chargé de donner vie à la statue était Charès de Lindos, un sculpteur grec. Les travaux ont été effectués de 294 à 282 avant Jésus-Christ, mais malheureusement, Charès n'a jamais pu voir le résultat final. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais certains documents affirment que la construction du colosse de Rhodes l'aurait conduite à la faillite. Il n'aurait pas su estimer correctement le coût nécessaire à l'érection de l'imposant monument. Cependant, nous ne savons toujours pas avec certitude comment il leur a été possible de construire une statue aussi grande à l'époque. Ils n'avaient aucun des équipements dont nous disposons aujourd'hui, comme les excavatrices et les ascenseurs. D'après certains documents, il leur a fallu inventer une méthode totalement nouvelle. Tout a été fabriqué sur place, pièce après pièce. Apparemment, ils auraient divisé la statue en plusieurs sections, et commencé par les pieds. Une fois chaque partie terminée, d'énormes monticules de terre étaient placés tout autour afin que les ouvriers puissent travailler sur la section suivante. Cependant, ces informations ont été recueillies plus de 100 ans après la construction du colosse. Il est donc possible de douter de leur exactitude. Pendant ces 12 années, les Rhodiens ont travaillé sans répit. Ils ont d'abord posé une base de marbre blanc avant d'y placer les pieds de la statue. Ensuite, ils ont fabriqué une sorte de squelette de fer, auquel les plaques de bronze sont venues s'ajouter. Mais pourquoi avoir choisi le bronze? Pour des raisons pratiques. En fait, le bronze était plus résistant que le fer, et donc mieux à même de faire face à des conditions climatiques extrêmes. De plus, si l'on y réfléchit bien, la statue était située assez près de la mer. Donc l'air devait être assez salé. Voilà pourquoi il leur fallait utiliser un matériau très robuste. Quel était son emplacement exact? Ça, c'est une chose qui fait l'objet de débats depuis très longtemps. Les chercheurs pensaient initialement que la statue se tenait debout avec une jambe de chaque côté du port de Mandraki. L'un des nombreux ports de la cité de Rhodes, en gros, elle chevauchait en quelque sorte l'entrée de l'île. Aussi magnifique que cela puisse paraître, il est fort probable que ce ne soit là qu'une légende. Tout d'abord, il aurait fallu pour cela fermer le port pendant toute la durée de la construction. Ce qui ne semble pas correspondre à ce que l'on trouve dans la plupart des documents. De plus, lors de sa chute, la statue serait venue complètement bloquer le port, ce qui, encore une fois, ne semble être mentionné nulle part. Selon les représentations les plus récentes, le colosse se trouvait très probablement sur le côté est du port de Mandraki, ou peut-être même plus loin dans les terres. Alors, qu'est-il arrivé à cette impressionnante structure? N'en reste-t-il vraiment rien aujourd'hui? Et pourquoi n'a-t-elle tenu que 54 ans alors qu'il a fallu si longtemps pour la construire et qu'elle était si importante pour les habitants? C'est simple, un tremblement de terre a causé la chute du colosse de Rhodes, tant admiré des Grecs de l'époque.
On raconte qu'en raison du séisme, la statue s'est brisée au niveau des genoux et s'est retrouvée couchée sur le sol. Néanmoins, on a continué à venir l'admirer pendant des siècles. Les habitants de Rhodes ne voulaient pas reconstruire le monument car ils considéraient sa chute comme un signe du destin. Au milieu du 7e siècle, ce qui restait de la statue a fini d'être déblayé. D'après la légende, il aurait fallu près de 900 chameaux pour transporter tout ce bronze effondré. Et à quoi ressemblait donc la statue? Cela aussi est entouré de mystères. Le colosse était un symbole de la fierté et de l'indépendance des habitants de l'île. Mais son image ne figurait pas sur la monnaie locale, bien qu'une telle chose soit courante à l'époque. Certains historiens de l'art pensent cependant que le colosse avait des similitudes avec d'autres représentations du même personnage mythique, une figure masculine avec des rayons de lumière autour de la tête. La position de ses mains est encore sujette à débat. Certains disent même qu'il est possible qu'il ait tenu une torche. Nous ne savons pas non plus si ses bras étaient positionnés le long de son corps ou si sa main droite était levée, comme c'est le cas dans de nombreuses représentations mythologiques de l'Antiquité grecque. Nous ne pouvons pas non plus admirer l'original, mais certaines personnes ont le projet de reconstruire le colosse. Un groupe d'architectes européens entend construire une version 21e siècle de l'ancienne statue. Cette nouvelle construction doit s'élever à une hauteur de 152 mètres. Elle servira de centre culturel et de phare. Pour s'assurer qu'elle ne finisse pas comme son ancêtre, les concepteurs ont l'intention d'utiliser toutes les technologies disponibles aujourd'hui. Tout d'abord, ils prévoient de recouvrir tout l'extérieur de ce colosse moderne de panneaux solaires, afin que l'énorme monument dispose de suffisamment d'électricité. Ils comptent aussi utiliser les techniques les plus modernes pour que les tremblements de terre et les tempêtes n'affectent pas, comme ce fut le cas autrefois, l'impressionnante structure. Pour ce faire, ils construiront donc la statue selon une configuration en trépied. Aux 2 pieds viendra s'ajouter un pilier de soutien caché dans une écharpe, allant du bras de la statue jusqu'au sol. Ils prévoient également de placer un lourd support en acier autour de la base afin de faire contrepoids à l'ensemble. Ils ont même pensé à un système de suspension qui permettrait à la statue de se balancer d'avant en arrière, la rendant ainsi un peu plus flexible et par suite capable de résister aux diverses conditions météorologiques. Les coûts de ce projet sont cependant assez élevés. Environ 283 millions de dollars. Les partisans du colosse moderne sont optimistes, car ils sont certains de pouvoir réunir cette somme impressionnante grâce au financement participatif et aux investissements privés. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout.
Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser? Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Scieuses personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie.
En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans, des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi ? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. Des pas résonnèrent derrière lui. Le cœur battant la chamade, il bondit vers la statue imposante, de ses doigts cherchant la crevasse dissimulée. Le temps pressait. Il l'enfonça au moment où les cris se rapprochaient. Il respira profondément, son cœur comme un tambour. Puis il courut, disparaissant dans l'obscurité, laissant son secret enfoui dans la pierre, en attente d'être découvert. Au cours de l'histoire, les statues n'ont pas seulement été les gardiennes silencieuses du passé. Elles ont aussi servi de cachette, certains objets disparaissant pour toujours, d'autres découverts au hasard des fouilles. Découvrez leurs secrets les plus mystérieux. En 2016, alors que des experts australiens préparaient une statue vieille de 645 ans pour une vente aux enchères, ils découvrirent qu'elle abritait un secret. Un billet de banque ancien dissimulé à l'intérieur de sa tête creuse. Émis en 1371 sous l'empereur Zhou Yuanzheng, le billet valait 1000 pièces de cuivre ou 28 grammes d'argent. Plus frappant encore, il portait un avertissement sinistre. Malgré que la statue ait eu plusieurs propriétaires, personne n'eut connaissance de ce billet pendant des siècles. Rare vestige d'une époque où la monnaie en papier était encore une nouveauté, ce billet fut rapidement mis aux enchères, poursuivant son voyage à travers le temps dans le monde moderne. Les statues sont devenues plus que de simples symboles. Elles étaient à présent les gardiennes et conservatrices de l'histoire, et parfois même des outils salvateurs. En 2017, des experts en restauration qui travaillaient sur une statue du XVIIIe siècle en Espagne firent une découverte remarquable. Dissimulées dans l'intérieur creux de la statue se trouvaient 2 lettres écrites en 1777, offrant un aperçu de la vie quotidienne, des coutumes locales et de l'économie de l'époque. De manière similaire, en 2023, lors de rénovations à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, une boîte fut découverte à l'intérieur du socle de marbre d'une statue représentant le héros Tadeusz Kościuszko. Placée là il y a presque 200 ans, cette capsule temporelle nous offre un lien tangible avec le passé riche en histoire de l'institution. Le mystère entourant les statues et leur potentiel à dissimuler des secrets s'étend à certains des monuments les plus emblématiques du monde. Peu d'endroits sont aussi enveloppés de mystères que le Grand Sphinx de Gizeh. Pendant des siècles, archéologues, historiens et explorateurs ont spéculé sur ce qui pourrait être caché sous sa massive silhouette de calcaire. Certaines personnes pensaient que le Sphinx dissimulait la légendaire salle des archives, une hypothétique bibliothèque contenant un savoir ancien, peut-être même la sagesse perdue de l'Atlantide. Ces dernières années, les avancées technologiques des radars à pénétration de sol ont révélé des cavités sous le Sphinx, amenant de nombreux experts à croire que la statue pourrait cacher des chambres ou des passages encore inconnus, certains éventuellement liés à des tombes royales ou à des structures souterraines. L'existence potentielle de chambres cachées sous le Sphinx captive notre imagination depuis des générations. Mais ce qui est peut-être encore plus intriguant, c'est le travail récent, effectué par des chercheurs de l'Université de New York, qui ont étudié les forces environnementales qui ont façonné le Sphinx. Après avoir modélisé l'impact des vents anciens, les chercheurs ont pu conclure que le Sphinx avait été initialement formé par une érosion naturelle, avant que les humains ne perfectionnent davantage sa forme. De telles révélations ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la fonction du monument, ainsi que l'importance culturelle et spirituelle qu'il détenait à l'époque. Les anciens Égyptiens vénéraient Sobek, le dieu à tête de crocodile représentant la puissance et le Nil, et momifiaient souvent des crocodiles pour lui rendre hommage.
Ces créatures étaient déplacées dans des temples ou des tombes en tant qu'offrande aux dieux ou pour garantir un passage sûr vers l'au-delà. Récemment, un groupe de chercheurs s'est lancé dans une étude intéressante sur un crocodile momifié par les embaumeurs égyptiens. Ils ont utilisé un scanner qui leur a révélé toutes sortes de détails fascinants sur la façon dont ce crocodile avait vécu et ce qui était arrivé à son corps par la suite. Pour les anciens Égyptiens, les animaux n'étaient pas simplement des compagnons domestiqués. Ils jouaient un rôle majeur dans leurs rituels, servant de passerelle entre les humains et les dieux. Les faucons, par exemple, étaient associés à Horus, la divinité solaire, car leur vol les rapprochait du soleil. Les chats étaient liés à Bastet, déesse mère féroce et protectrice. Les crocodiles étaient parmi les animaux que l'on momifiait le plus souvent. On considérait ces reptiles comme des symboles de Sobek, le seigneur du Nil, dont la présence annonçait la crue annuelle qui apporterait l'eau et le sol fertile nécessaires à l'agriculture. Dans le passé, l'étude de tels artefacts risquait souvent d'endommager la momie, mais grâce aux techniques d'imagerie moderne, les chercheurs ont pu examiner le crocodile sans l'abîmer. Les radiographies et les scanners ont révélé que le système digestif du crocodile était rempli de petites pierres appelées gastrolites, que les crocodiles ingèrent souvent pour faciliter leur digestion et maintenir leur flottabilité. Au milieu de ces pierres, ils ont aussi trouvé un hameçon en métal et un poisson. Cela suggère que ces grands crocodiles momifiés étaient capturés dans la nature à l'aide d'hameçons et de poissons. Cela correspond à ce que les historiens grecs anciens ont écrit sur la vie en Égypte. Enfin, presque. Les Grecs croyaient que les Égyptiens utilisaient des porcs pour attirer les crocodiles. Ainsi, comme vous l'avez remarqué, les chercheurs et les archéologues utilisent des technologies de pointe et un travail pratique minutieux pour découvrir les secrets des civilisations anciennes. Le processus commence par des relevés utilisant des radars à pénétration de sol et la numérisation 3D pour détecter des chambres cachées, des tunnels ou des anomalies sous la surface. Une fois un site prometteur identifié, une excavation soigneuse commence. Les couches de sol et de débris sont retirées lentement, afin que rien ne soit endommagé ou perdu. Une exposition au Rijksmuseum à Amsterdam présente une remarquable statue tibétaine du XVe siècle, en cuivre doré, de Guya Samaja Akshobhya. Cette figure, qui symbolise l'unité des forces opposées et un état supérieur d'éveil spirituel, était auparavant inconnue de la collection du musée. Une étude récente de cette statue a révélé des reliques et des parchemins cachés à l'intérieur de sa structure creuse, offrant des perspectives profondes sur les pratiques religieuses de l'époque. L'exposition présente plus de 75 chefs-d'œuvre d'Asie, parmi lesquels la statue récemment acquise de Guya Samaja Akshobhya, et met en lumière le savoir-faire complexe et la signification spirituelle enracinée dans de tels artefacts. Au cœur de Vérone, un secret était caché depuis des décennies à l'intérieur de la statue en bronze de Juliette. Sculptée en 1969, elle est devenue un symbole de l'amour, et de nombreux visiteurs viennent la toucher en quête de romance et de chance. Mais sous sa surface polie, Juliette cachait quelque chose d'extraordinaire. Au fil du temps, ses caresses ont formé de minuscules fissures dans sa surface. Les amoureux du monde entier glissèrent des lettres à l'intérieur de ces fissures, des confessions, des supplications désespérées, des promesses éternelles. Certains y jetaient des clés, scellant leur amour, avec des cadenas devenus alors impossibles à ouvrir. En 2014, des experts en restauration ont fait une découverte surprenante. Alors qu'ils travaillaient à réparer la statue, ces centaines de déclarations d'amour et de clés rouillées ont été mises au jour. Tous ces vœux oubliés enfermés dans le corps de Juliette. Les statues servent souvent de symbole pour le pouvoir et la force. Cependant, ces derniers temps, les statues ont également été utilisées pour transmettre des messages aux générations futures. Le concept de capsule temporelle, un objet ou une collection d'objets placés dans un conteneur scellé puis enterré ou caché pour être découvert plus tard, a une longue histoire. Et à l'époque moderne, les statues étaient parfaites pour servir de capsule. Elles permettaient aux gens de communiquer avec les générations futures d'une manière très concrète. En 2014, alors que des ouvriers retiraient avec précaution un lion doré au sommet de l'ancienne maison d'État de Boston pour une restauration, ils ont fait une découverte surprenante. Quelque chose cliquetait à l'intérieur de sa tête creuse. Un article du Boston Globe de 1901 mentionne une capsule temporelle cachée. Mais au fil des ans, l'histoire a été oubliée. Puis,
un descendant du sculpteur a découvert une lettre et a appris la vérité. À l'intérieur de la tête du lion se trouvaient des journaux, des photographies, des autographes et des lettres appartenant à un passé lointain, des messages scellés pendant plus d'1 siècle. Lorsque la capsule fut ouverte, c'était comme si l'histoire elle-même retenait son souffle. Les autorités ont prévu de poursuivre cette tradition en ajoutant des artefacts modernes avant de refermer la tête creuse du lion afin que ses trésors soient redécouverts au XXIe siècle. Nous ne savons pas si elles l'ont réellement fait, cependant. Les progrès des technologies d'imagerie ont permis aux chercheurs de dévoiler des détails cachés dans des sculptures célèbres sans les endommager. En 2014, des experts en restauration au Mexique ont fait une découverte en examinant une statue en bois vieille de 300 ans. De véritables dents humaines étaient cachées sous son visage serein. Cette révélation n'a pas été faite par la fouille, mais par la technologie. Lorsque les préservationnistes ont pris une radiographie de la statue, s'attendant à trouver des détails structurels, ils ont vu une denture parfaite intégrée dans la bouche. Contrairement à d'autres statues historiques de la région, qui contenaient parfois de vrais cheveux que les gens avaient donnés aux statues, cette découverte était complètement inattendue. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets.
Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'il se levait et se couchait, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Tu es un aventurier à la recherche d'un sablier d'or caché dans la jungle d'un pays exotique. Tu trouves enfin l'artefact. Dès que tu t'en empares, quelqu'un se met à crier. « Stop, c'est la police ! Les mains en l'air !» Tu regardes autour de toi et tu vois deux officiers.
Tu retournes le sablier et tu tombes dans un portail qui se forme soudainement et qui t'emmène à travers l'espace et le temps. Et toi, étranger, ne bouge pas. Que fais-tu dans notre temple ? Tu regardes autour de toi et tu vois 2 hommes munis d'épées. Ce sont les policiers de l'ancienne Babylone. Ce vaste royaume de Mésopotamie a été le premier de l'histoire à inventer une liste de lois et de sanctions en cas de violation. La liste de ces règles, appelée Code d'Hammurabi, contenait 282 lois. Elles ont été gravées sur des piliers de pierre aux alentours du Xe siècle avant notre ère. Ces lois contenaient des règles concernant la famille et le comportement en société et étaient généralement similaires aux lois des civilisations modernes. Les autorités de Babylone ont créé des brigades de police spéciales composées d'habitants de la région. Leur objectif était de veiller à l'ordre public et de s'assurer que personne n'enfreignait la loi. Certains documents relatifs au travail de CES Escouade ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils racontent comment la police antique empêchait les fêtes bruyantes, surveillait le recouvrement des impôts et recherchait les voleurs et les pillards. En général, leur routine était similaire à celle de la police moderne. Ils gardaient Tilepo et temple et veillaient à que rien ne leur soit volé. Tu es maintenant dans leur temple, avec le sablier d'or dans les mains. Le sable s'écoule et tu te téléportes à un autre endroit. Nous sommes au XIVe siècle. Tu te trouves au Nigeria, dans une plaine brûlante, sous un soleil de plomb. Tu entends quelqu'un s'approcher de toi par derrière. Arrête, ne bouge pas. Ton sort sera décidé lors de la réunion. 2 gardes Okonko, membres de l'ethnie Igbo, s'approchent de toi en tenant des lances. L'Okonko se compose de riches et de pauvres, de jeunes et de vieux. Ils étaient les juges de la justice et veillaient à ce que personne ne viole les lois. Chaque village avait sa propre brigade d'Okonko. Ils punissaient sévèrement ceux qui trichaient ou faisaient du tort à d'autres personnes. L'Okonko réglait également les conflits fonciers. Avant de prononcer un verdict ou une sentence, l'Okonko en discutait lors de réunions publiques. Tu n'as pas enfreint leurs lois, mais tu es un étranger dans leur village et ils veulent t'attraper. Heureusement, le sablier te téléporte hors des lieux. Tu es à l'intérieur d'un temple de l'Égypte ancienne. Tu entends des chiens qui aboient, des singes qui crient et des voix humaines. Qui êtes-vous ? Tu te retournes et tu vois les Medjay, la police de l'empire du milieu de l'Égypte ancienne. Ces hommes expérimentés, armés d'épées, patrouillent dans les rues avec des chiens et même des singes. Ils résidaient dans le royaume voisin de Nubie. Cependant, à mesure que le territoire égyptien s'étendait, ils ont offert leur service en tant que gardiens de l'ordre. Au cours du Nouvel Empire, les prêtres du temple d'Égypte exerçaient des fonctions de police. Ils protégèrent les temples et arrêtèrent les pillards et les voleurs. Si quelqu'un volait un objet dans un temple, les prêtres du temple arrêtèrent le voleur et menaient leur propre enquête. Ils ne mèneront aucune enquête cette fois-ci, car tu disparais et tu poursuis ton voyage. Tu es maintenant dans une jungle chaude. Tu peux voir de grands bâtiments en pierre à travers les buissons et les arbres et tu entends une rivière couler et des voix de gens. Tu es à côté d'une grande zone agricole. On dirait une civilisation moderne dans une forêt tropicale. Mais nous sommes au XVe siècle, dans l'Empire Inca, sur la côte sud-américaine. Ici, les policiers sont appelés Tokrikok, ce qui signifie « celui qui voit tout ». 2 Tokrikok passent à côté de toi sans rien te dire. L'Empire Inca disposait d'un système juridique développé, et personne ne pouvait t'arrêter juste comme ça. Celui qui accuse une autre personne d'avoir violé la loi doit être d'un rang supérieur à celui de l'accusé. Les Tokrikok étaient donc les personnes les plus haut placées dans les villes. Ils veillaient à l'ordre et procédaient également au recensement de la population. Ils étaient également chargés de la distribution des terres et de la construction des routes et des ponts. Ils tenaient tous les procès en public et punissaient les auteurs de violations graves. En revanche, les petits voyous n'étaient soumis qu'à un blâme public. Ici, on se sent en sécurité grâce à des lois sévères mais justes. Mais le sablier s'agite et t'emmène vers la Grèce antique. Et pour être honnête, tu n'as pas de chance car c'est la Crypteia de Sparte qui est en charge ici. Ces durs à cuire se sont entraînés au duel dès leur plus jeune âge et ont développé une force et une endurance incroyables. Oui, tout était comme dans les films. Crypteia signifie « caché ». Cette police agit toujours prudemment et discrètement pour porter un coup décisif. Ils n'avaient pas d'armure ni de grandes épées. Ils portèrent des vêtements légers et des couteaux aiguisés. Le Crypteia maintenait l'ordre et s'assurait que les fermiers payèrent les impôts et partageaient leurs récoltes. Ils réprimaient également toute rébellion parmi la population. Contrairement à la police des autres pays, la Crypteia travaillait la nuit et se reposait le jour.
comme il faisait jour, personne ne t'arrêtera. Mais si c'était la nuit, tu aurais eu du mal à échapper à la police spartiate. Tu te téléportes dans l'ancienne Judée, où un système judiciaire équitable était très apprécié. Chaque ville avait son juge et 2 soldats entraînés sous son commandement. On les appelait les chotérim judéens. 6 combattants étaient excellents au tir à l'arc et à l'épée. Ils étaient chargés de vérifier et de fixer les prix du marché et de résoudre les problèmes de propriété privée et de sécurité publique. Les chiens doivent être enchaînés dans chaque maison. Il ne doit pas y avoir de fosses dans les rues. Et la vente de couteaux et d'épées doit être strictement réglementée. Toute violation de la loi faisait l'objet d'une enquête et d'une procédure judiciaire. Les habitants ont vraiment apprécié cet ordre et l'ont payé en tant que contribuable. Le sablier d'or te transporte dans l'Afrique de l'Ouest du XVe siècle. Tu es dans l'Empire Songhai. C'est l'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest, doté d'une police de premier ordre appelée Kadi. Les infractions graves étaient punies cruellement, si bien que les gens avaient peur d'enfreindre la loi. Les Kadis étaient des fonctionnaires nommés par le roi. Ils décidaient qui devait passer en cour martiale et qui devait être puni d'une petite amende. Ils surveillaient non seulement l'ordre dans les villes, mais aussi l'environnement du roi. Si quelqu'un voulait commettre une trahison ou renverser le souverain, le cadi le découvrait et neutralisait la menace. Tu te retrouves dans un endroit très chaud. Mais pas parce que le soleil est brûlant, mais parce qu'il y a des flammes partout. Le bâtiment dans lequel tu te trouves est en feu et tu ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, 2 hommes courent à l'intérieur et te sortent de là. Ils viennent de te sauver la vie. Voici les vigiles, la police de l'Empire romain. Plus précisément, il s'agissait de pompiers. En au 21e avant notre ère, l'empereur romain a ordonné à ses sujets d'éteindre les incendies dans les maisons des nobles et des pauvres ordinaires. L'empereur a reçu des éloges pour cela et a décidé de créer le premier service public de lutte contre les incendies à Rome. Les vigiles patrouillaient dans les rues et éteignirent les incendies causés par la chaleur ou les voyous. Bientôt, les vigiles ont commencé à maintenir l'ordre et à attraper les voleurs. Ils portèrent des armures légères et disposaient de fouets et de bâtons. Tu n'as pas le temps de les remercier de t'avoir sauvé la vie, car le sablier t'emmène à une autre époque. L'Empire maurien, qui a duré de 320 et 1e à 185e avant notre ère, a été le premier empire de l'Inde ancienne. Tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit, puisque 2 gros bras t'ont attrapé et t'ont bandé les yeux avec un chiffon. Ils t'ont emmené à l'interrogatoire. Chaque ville de cet état avait un chef de police et son équipe appelée GOPS. Ils faisaient tout le travail de police et espionnaient pour le compte de l'empereur. Ils recherchaient d'autres espions, enregistraient les nouveaux visiteurs et les suivaient. Ils patrouillaient dans les rues, maintenaient l'ordre et savaient tout ce qui se passait dans les villes. Ils allaient te mettre en cage, mais tu as disparu de leurs mains. Tu es enfin revenu au 21e siècle. Il n'y avait plus de sable dans la partie supérieure du sablier. Tu envisages donc de commettre un petit volume pour voir comment la police moderne réagirait. Mais le sablier réapparaît et te dépose en prison pour que tu puisses voir les choses de près. Puis tu te réveilles. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à creuser dans le sol, à chercher des ruines et à prendre des photos des sites archéologiques les plus fantastiques du monde. Serais-tu prêt à le faire? Alors mets ta loupe dans ta valise et allons creuser un peu. Quand on est à Rome, on vit comme les Romains. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville en trébuchant à chaque pas sur des ruines antiques. Donc tu te balades sur la colline de l'Esquilin par un après-midi ensoleillé. Tu viens de finir ta 3e glace quand tu la vois soudain. La magnifique Domus Aurea, ou pour ceux qui ne parlent pas latin, la maison dorée. L'empereur romain Néron a ordonné la construction de cet immense palais en 64 après Jésus-Christ. Les travaux se sont terminés en 68 après Jésus-Christ. Au fait de sa gloire, elle occupait une surface 3 fois plus grande que la cité du Vatican. Le bâtiment a été décoré de feuilles d'or, de pierres semi-précieuses et de dizaines de fresques. Le palais comptait plus de 300 pièces, dont certaines donnaient sur un magnifique vignoble et un bois bruissant d'animaux. Il contenait aussi une énorme statue de 30 mètres de haut de Néron lui-même. La salle octogonale était la plus grande construction du palais. À l'origine, c'était une salle de banquet, avec des cascades tout le long des murs du fond. La salle tournait autour de son axe jour et nuit, tandis que d'en haut tombaient constamment des pétales. Les successeurs de Néron ont dépouillé tout le palais de ses matériaux.
Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la structure principale et, bien sûr, la salle octogonale. Elle a été excavée et tu la reconnaîtras facilement même avec ses murs dénudés. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, nous voilà au cœur de la jungle cambodgienne. Heureusement que tu as apporté ton spray insecticide, les moustiques deviennent littéralement fous dans ce climat tropical. Cachée au milieu de la forêt se trouve la ville d'Angkor. C'était la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Pour info, le mot Angkor signifie capitale en langue khmer. La ville était l'une des plus grandes du monde à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y vivaient. Aujourd'hui, Angkor attire des visiteurs du monde entier en raison de son architecture étonnante. Tu reconnaîtras le style khmer à l'utilisation d'énormes blocs de grès. Au centre du complexe se trouve le temple Bayon. Il est décoré de 216 visages souriants qui, selon les scientifiques, sont censés ressembler aux fondateurs de l'empire d'Angkor. Ils pensent que les tours étaient autrefois décorées d'or, mais aujourd'hui, le site est un labyrinthe de temples couverts de lianes. La ville a été abandonnée en 1431 et n'a été redécouverte que dans les années 1840. En 1992, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les États-Unis ne sont pas nécessairement synonymes de ruines, mais en voici une. Dans l'état montagneux du Colorado, se trouve l'ancien lieu de résidence des Anasazi. Dans tout le parc national de Mesa Verde, on trouve plus de 600 habitations, construites sur les falaises par les Anasazi dans les années 1190. Le Cliff Palace comptait à lui seul plus de 150 pièces. C'était un bâtiment à plusieurs étages fait de grès et de mortier de boue. Pour arriver à la maison du balcon, les visiteurs doivent grimper une échelle de 10 mètres. De là, tu pourras voir un village de taille moyenne, composé de 38 pièces et de 2 kivas. Les kivas sont des chambres traditionnelles construites par les Anasazi à des fins cérémonielles. En 1300, les Anasazi ont cessé de vivre dans la région de Mesa Verde. Heureusement, le site est maintenant ouvert aux visites. Si tu aimes les paysages aux couleurs de terre cuite, tu es au bon endroit. La ville de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert de Jordanie, la ville était un haut centre commercial au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, un peuple arabe ancien, vivaient dans la ville rose et ont prospéré pendant de nombreuses années, accumulant une grande quantité de richesses. Ils ont inventé un système innovant pour que l'eau y circule et ont ainsi rendu la région habitable. La structure, en forme de porte sculptée dans la roche, est célèbre. On la surnomme le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor caché se trouve en dessous. Au début des années 2000, le site a été nommé l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Très loin de cet endroit, au Guatemala, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 12 000 édifices, les vestiges de la capitale de l'ancien empire maya. Elle est comparable en importance à Londres ou à New York. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construit par la seule main de l'homme en 750 avant Jésus-Christ, il servait de lieu de repos aux dignitaires et aux rois. À l'époque, les temples en forme de pyramide étaient peints d'un magnifique rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, tout est couleur de calcaire. Les archéologues ignorent la raison de la chute de Tikal. Est-ce la sécheresse qui l'a causée, une maladie ou quelque chose de complètement différent? Sur la rive gauche du Tigre se trouve une ancienne ruine étrange, une grande arche abîmée. Elle appartenait à une ville appelée Ctésiphon, le joyau de l'Empire perse pendant plus de 800 ans. La ville abritait un palais extravagant, doté d'une mosaïque de verre, de tapis ornés de joyaux et de beaucoup de marbre. D'ailleurs, pourquoi les rois semblent-ils tant adorer le marbre? L'arche faisait partie du complexe du palais impérial. Jusqu'à l'époque moderne, c'était la plus grande voûte autoportante construite par l'homme. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun pilier pour la soutenir. En raison de son immense richesse, la ville était constamment la cible d'autres empires, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Tu as envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique dont les pyramides sont les mieux préservées de la planète. Située dans l'état du Yucatan au Mexique, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site compte un total de 26 ruines à découvrir. Le point culminant est El Castillo,
un énorme temple qui se dresse à 24 mètres au-dessus du sol. Sa caractéristique la plus singulière est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches, soit le nombre de jours de l'année solaire. La plus ancienne cité perdue de cette liste remonte à la période néolithique. C'est à ce moment-là que nous, les êtres humains, avons commencé à pratiquer l'agriculture pour la première fois, au lieu de vivre selon un mode de vie entièrement nomade basé sur la chasse et la cueillette. Dans l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, se trouve un site préhistorique connu sous le nom de Skara Brae. Grâce à d'excellents travaux de restauration, le site est très bien conservé. Tu peux voir des habitations préhistoriques avec des foyers, des meubles en pierre et même des toilettes primitives. Les chercheurs ont aussi trouvé des symboles runiques sur le site, ce qui signifie qu'il est possible qu'ils se soient essayés à une forme d'écriture. Ah, la Grèce. Quelqu'un veut de la feta? Nous voilà arrivés au cœur des cœurs de l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous explorerons un site en particulier, le Colosse de Rhodes. Aussi connu sous le nom de géant de bronze, il était l'une des 7 merveilles du monde antique, se dressant dans le port de la ville grecque de Rhodes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On dit que le colosse mesurait 32 mètres de haut. On pense aussi que la statue a été construite avec l'aide de 900 chameaux. Malheureusement, elle n'est restée debout que pendant une 60aine d'années. Un tremblement de terre dévastateur l'a réduite en miettes, si bien qu'en visitant les lieux, les visiteurs ne découvraient plus qu'un pied géant. Maintenant, il n'y a plus rien à l'endroit où se trouvait la statue. On trouve un grand nombre de murs en ruine de par le monde. Et pour notre dernière visite de la journée, c'est exactement de cela dont il va s'agir. Tout au nord de l'Angleterre se trouve la ruine du mur d'Adrien. L'empereur romain a fait construire ce mur afin de séparer son empire des peuples de Calédonie. Le mur originel était beaucoup plus grand que ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais les ruines sont tout de même assez impressionnantes. Elles consistent en une structure qui s'étend sur 117 km d'une côte à l'autre. À l'époque, le mur d'Adrien abritait 17 grands forts et de nombreuses tours d'observation afin d'assurer une sécurité maximale à cette province. Le mur est tombé dans l'oubli lorsque les Romains ont déserté l'île de Bretagne au début du 5e siècle. Les gens ont commencé à le dépouiller pour construire des églises, des fermes et même des maisons. Aujourd'hui, si tu décides de visiter les ruines, tu ne verras que des fragments d'environ 1 mètre de haut. Mais c'est quand même assez chouette, hein ?